au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu. La musique est parfois l'auxiliaire de la guerre. Certains régiments en font leur spécialité. Tout se passe également comme si la musique servait de contrepoison. Illusoire mais suffisant, à l'idée de la mort qui frappe au hasard un grand nombre d'hommes tout autour de soi. Le chant et la pratique instrumentale, y compris lorsqu'il faut, avec les moyens du bord, devenir luthier d'occasion, apparaissent étrangement, mais aussi indéniablement, nécessaires à la survie mentale. Et l'on distingue alors mieux leur poids dans la vie normale en temps de paix. Pour cet épisode, je vais sortir de mon décor habituel pour aller rencontrer Monsieur Claude Ribouillot, ethnomusicologue, musicien, collectionneur d'instruments de facture populaire et auteur du livre La musique au fusil. Cela fait depuis quelques années que je souhaitais parler des instruments construits durant la Première Guerre mondiale. J'en ai eu l'idée lors du tournage de l'épisode sur l'estrovioles. En effet, dans le cadre de mes recherches, j'ai eu l'immense bonheur d'accéder aux réserves du Musée de la musique de la Cité de la musique du Philharmonie de Paris. Alors que Jean-Philippe Échard, l'un des conservateurs du musée, me montrait l'estrovioles qu'ils avaient en réserve, j'ai croisé un étrange violoncelle posé sur une des étagères, appelé le poilu. Un violoncelle de fortune, construit en 1915, fait de bois de caisse de munitions allemandes et de porte en chêne. Il a appartenu à Maurice Maréchal, célèbre violoncelliste appelé au front à l'âge de 22 ans. Il était parti à la guerre avec son violoncelle, et sous la demande du maréchal Mangin, et avec l'appel du violoniste Lucien du Rosoir, il intégra un quatuor à cordes pour devenir ainsi les musiciens officiels de l'état-major. Selon les dires, le violoncelle d'origine de Maréchal explosa sous un tir d'obus, mais le violoncelliste récupéra une pièce de bois cylindrique, ce que l'on nomme l'âme de l'instrument, morceau de bois ayant pour but de conduire les vibrations des cordes au corps de l'instrument. C'est à partir de cette petite pièce que fut reconstruit en 1915 à Ourton, par deux soldats, Plic et Neyen, menuisiers dans le civil et morts au combat, le célèbre violoncelle poilu. Sur la caisse, nous pouvons lire 274e régiment d'infanterie en campagne, Neyen et Plic, 30-6-1915. La table fut également signée par les maréchaux Foch, Mangin, Gouraud, Joffre et Pétain. Ce violoncelle est l'un des instruments les plus connus de cette triste époque. Cependant, qu'en est-il de tous ces musiciens, amateurs, professionnels, provenant de tout pays et région, mobilisés avec ou sans leur instrument durant cette grande guerre? En première ligne, on voit ses copains exploser, souvent très près, et souvent cette histoire de hasard. À 50 cm, mon copain explose et m'éclabousse de sa cervelle, et moi, je n'ai rien. Et ce truc, ce hasard qui fait qu'on garde la vie sauve ou qu'on la perd, c'est un truc qui revient tout le temps dans les courriers, les cartes postales, mais aussi dans les témoignages. C'est obsédant. C'est probablement ça qui est un des ressorts de la fabrication d'instruments, de la musique, des chansons. Que ce soit du côté français comme du côté allemand, la musique était un élément fort au désir des troupes de s'échapper mentalement. Le chant, les instruments et les ensembles étaient là pour aider à oublier, même provisoirement, la peur et la mort. Et il était bon de croire, ne serait-ce qu'un instant, que la guerre n'existait plus. De plus, dans cette société du début du XXe siècle, la position de la musique, du chant, de la pratique instrumentale, amateur ou professionnelle, et de la fabrication d'instruments maison rythmait la vie quotidienne et elle était beaucoup plus ancrée que de nos jours. La fabrication d'instruments était présente des deux côtés des lignes.
D'ailleurs, l'instrument le plus représentatif des troupes allemandes est le boom-bass, également appelé Teufelsgögel ou basse des Flandres. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cet instrument n'est pas un modèle détourné du violoncelle ou de la contrebasse. C'est un monocorde qui se joue d'une manière plus percussive que frottée. En effet, l'archet utilisé est entièrement en bois cranté et ne possède aucun crin. On martèle ainsi les cordes tout en frappant l'instrument sur le sol, actionnant ainsi les espèces de cymbalettes au sommet. De ce fait, cet instrument se rapproche plus du berimbau, instrument à cordes brésilien de la famille des cordes frappées. En première ligne, du côté français, on n'autorise pas la musique, elle est interdite. On va voir que c'est plus compliqué. Du côté allemand, on a l'impression, sans trouver de choses officielles, qu'au contraire, on fait de la musique volontiers pour démoraliser l'adversaire. Du côté anglais, semble-t-il, on fait de la musique aussi. Même les musiciens ont souvent leur matricule de marqué sur leurs instruments. Les seuls instruments présents sur ces lieux étaient avant tout les sifflets des généraux et les clairons qui sonnaient les ordres. Il y avait aussi les crécelles, servant d'alarme contre les attaques au gaz, mais également les cloches, ici fabriquées dans des obus et des retardateurs. Ainsi que des joueurs de tambour, malgré le fait qu'ils avaient les deux mains prises par l'instrument et donc aucune arme, chargés en tête la plupart du temps pour effrayer l'ennemi. De ce fait, toute la vie musicale se développait sur les secondes lignes, mais également dans les camps de prisonniers ou encore sur le front d'Orient. En seconde ligne, donc, on bricole pour occuper son esprit, échapper à la folie. C'est dit dans beaucoup de courriers. Et fabriquer ces moments de concert, même de concerts complètement improvisés, à 3, à 4, on oublie l'extérieur, quoi. On attrape la chair de poule, quelquefois on a les larmes aux yeux, mais il y a quelque chose de très fort. Alors quand en plus c'est la guerre et la mort qui sont à l'extérieur, le concert, ça prend un relief absolument énorme. Le mouvement en avant est attendu pour 2 heures du matin. Il faut tenir les hommes en alerte. C'est bien simple, on les invite à danser. Les flûtes de roseau n'ont pas résisté aux dernières charges. Mais 2 ou 3 amateurs ont fait perforer harmoniquement par les maréchals ferrants des tronçons de lances bavaroises. Au rythme de ces pipeaux de guerre, devant les brasiers, les spahis alternent leur cadence, que ne trouble ni la canonnade, ni le déchirement des mitrailleuses. La gaieté monte, avec le ton des chanteurs. La lutherie des instruments de seconde ligne est particulière. Elle possède un côté sarcastique en utilisant des éléments des camarades morts ou disparus pendant les combats récupérés sur les champs de bataille. C'était un moyen de détourner et de raconter les circonstances de cette triste époque. Nous en avons quelques exemples dans la collection d'instruments de M. Ribouillot, avec cette mandoline actuellement inutilisable à cause de ses mécaniques compliquées. La rosace de cet instrument possède une forme de casque à pointe allemand. Celle-ci est construite dans un casque de l'armée française qui fait office de caisse de résonance. Ce dernier possède 3 parties blanches, des anciennes perforations de balles qui ont été rebouchées et qui laissent parfaitement imaginer le funeste destin de son premier propriétaire. Dans un ton un peu plus léger, nous pouvons également voir un violon bidon construit en 1917. Il a été construit avec une gourde de soldat en acier et une boîte de sardines faisant office de mentonnière. La volute de l'instrument est une tête de femme tournée vers les spectateurs, chose relativement inhabituelle car, normalement, les têtes sculptées sont tournées vers le musicien. Cet instrument possède une étiquette mentionnant 225 régiments d'infanterie, fait à Poisson, Haute-Marne, le 15 janvier 1917, après la relève de Verdun, Jäger Félix. C'est un modèle de fabrication assez récurrent, il en existe en version mandoline et Claude Ribouillot en a déjà reproduit quelques-uns avec les mêmes éléments. Concernant le modèle d'origine, il aurait été trouvé dans une brocante à côté de Montpellier. Ce violon a été confectionné dans un sabot en bois, lutherie relativement fréquente à l'époque dans les instruments de facture populaire. Il possède une tête avec un casque allemand à pointe formé à l'aide d'une balle. À l'arrière du sabot, on pourrait voir discrètement gravé « Fait à Somme » en 1915. Monsieur Ribouillot a déniché cet instrument dans un dépôt-vente à Niort et la personne qui le vendait connaissait son fabricant qui n'était autre qu'un soldat de Niort. Cette mandoline, que je trouve relativement gracieuse, possède une forme beaucoup plus fine que les autres mandolines.
Elle a été faite dans les secondes lignes de Verdun le 20 février 1916 et elle possède la particularité d'avoir été construite sans aucun point de colle, mais uniquement des clous. Celle-ci est restée longtemps dans la famille de son propriétaire d'origine à Clermont-Ferrand. Elle a été léguée à Claude lors du décès de ce dernier. Et pour finir, un violon fabriqué en seconde ligne dans une boîte à cigares suivie d'une blague à tabac. Ces éclisses sont formées à l'aide de l'acier d'un obus et sa volute représente une forme phallique relativement subjective. On peut se faire envoyer son instrument. On peut commander chez Manu France un instrument. Les services postaux ont mis quelques mois à se mettre en route, mais fonctionnaient très bien. Il n'y a pas de soldat qui n'écrivait pas au moins une lettre par jour, ni de membre de sa famille qui envoyait une lettre par jour. Le système d'envoi d'instruments via colis est donc particulièrement efficace. Nous avons quelques témoignages, dont un remerciant le journal Le Figaro pour l'envoi d'une cabrette, une sorte de cornemuse auvergnate, pour une compagnie du 16e artillerie. Aux Hermés, le 24 septembre 1915. Monsieur, je ne sais comment m'exprimer pour adresser au Figaro les remerciements de tous nos braves et vaillants Auvergnats, et vous dépeindre la joie qu'ils ont éprouvée à la vue de cette cabrette et de tous ses accessoires neufs et brillants. Le deuxième canonnier conducteur Cantuel, un cabretaire de salaire, s'en est emparé, et dès les premiers airs, tous nos poilus accoururent de toutes parts, et à l'ébahissement des gens du pays, ils dansèrent par couple une bourrée en règle, qu'ils terminèrent par un « hiou » formidable, et des acclamations à l'adresse du Figaro. Une grosse larme perlait par-ci par-là, sur des poils de barbe hirsute, léger et passager attendrissement au souvenir de leur Auvergne. Comme précisé précédemment, garder son instrument avec soi alors que l'on devait monter au front était compliqué et même interdit. Déjà qu'à l'arrière, rien ne nous protégeait réellement d'un tir d'obus. Il y avait beaucoup de gens qui étaient restés à 20-30 km du front. Pourtant, on sait qu'il y a des gros canons qui pouvaient taper à plus de 200 km. Donc personne n'était à l'abri, mais qui étaient restés chez eux, des civils. Donc quand on est dans les campements, dans les bois, il y a des copains. Souvent, on se croise. Au début, on est plus ou moins entre copains qui ont fait leur service ensemble, mais avec les morts, les bouleversements de bataillons, etc. Souvent. Mais on croise souvent des gens de son coin ou un autre musicien, quelqu'un avec qui on sympathise, à qui on va confier. Et donc, on peut laisser son instrument à quelqu'un d'autre. En parallèle des fronts et de seconde ligne, se développait un autre monde, le camp des prisonniers. Quand on est fait prisonnier, donc, quelquefois on est à poil, ou les vêtements déchirés, donc on trouve des vêtements, les Allemands en ont aussi, et on va prendre le cas des prisonniers français par exemple, parce qu'évidemment dans l'autre sens c'est pareil, et c'est vraiment très ressemblant, et donc on va comme ça à pied, en train, regagner des camps plus ou moins grands. Il y a des camps gigantesques, ce sont des véritables villes, avec une vie complètement surréaliste. Ce sont des lieux où on est prisonnier, c'est-à-dire humilié. On est loin des siens, donc triste a priori, mais où on va quand même ménager, comme c'était le cas en seconde ligne, mais différemment, des moments de gaieté, de joie collective, de solidarité. Donc, il y a des tas de témoignages de ça, mais il y a des cours d'alphabétisation, des cycles de conférences, une vraie vie intellectuelle, des ateliers, on fait des ateliers de lutherie, bricolés certes, par des amateurs, souvent quelquefois des amateurs distingués, voire des luthiers prisonniers, évidemment qu'il y en a. Alors que dans les secondes lignes, le modèle de fabrication des instruments était plus libre et ironique, dans les camps de prisonniers, on cherchera plus à respecter la forme d'origine, ou du moins s'en rapprocher le plus possible de mémoire, gommant ainsi les idées fantasques et saugrenues des secondes lignes. Nous en avons un exemple avec ce violon du camp de Friedrichsfeld, orné d'une jolie tête sculptée aux ciseaux en guise de volute. Il possède une particularité assez unique. En effet, son corps est composé de 2 pièces de bois, collées en son milieu au niveau des éclisses. Ce violon, réalisé par un amateur du nord de la France, qui en a réalisé un certain nombre de ce genre pour les offrir au musée de Mirecourt, est resté dans sa famille jusqu'au décès de ce dernier. Ces camps vont également donner lieu à de nouvelles découvertes, mélangeant ainsi la culture française à la culture allemande, et cela va se ressentir dans les instruments.
Le summum au niveau méta, on va dire, c'est lorsque, dans certains cas, on décide de réinventer l'académisme. Alors on va faire des instruments rectangulaires. Alors, il y a des camps comme le camp de Königsbrück dans le nord de l'Allemagne où c'est vraiment typique. On fait des violons rectangulaires. On en connaît, j'en ai copié beaucoup. On fait des guitares rectangulaires. Cette espèce de réinvention de l'absolu, de l'académisme, c'est vraiment rigolo. Et ça, on n'explique pas trop. On est beaucoup à penser que c'est lié probablement au directeur du camp. Les directeurs de camp sont extrêmement favorables à l'artisanat, aux associations et tout, parce que gérer des milliers de personnes, c'est souvent des milliers, à Münster, à Königsbrück, où c'est des camps gigantesques. Donc, au niveau du moral, au niveau de l'ambiance générale, il vaut bien mieux que cette ville fonctionne, y compris et notamment au niveau culturel. Ce violon daté entre 1916 et 1917 est un modèle de violon propre au camp de Königsbrück. Le modèle de fabrication est commun, ce qui peut varier entre les créations, c'est la volute et la présence ou non d'essais. Dans ces deux répliques réalisées par Claude, nous pouvons voir que l'instrument ayant les bords droits a le chevalet surélevé pour faciliter le passage de l'archet, contrairement aux autres modèles ayant l'essai. Le manche traverse complètement le corps de l'instrument. La table est collée et elle dépasse légèrement, créant ainsi un système de mentonnière assez rudimentaire. Cette guitare de forme trapézoïdale a été réalisée par un Allemand fait dans un camp de prisonniers français en mars 1916. Elle possède un cordier avec une forme de moustache. Dans les camps de prisonniers pour Allemands, l'ambiance était plus à la rigolade et les modèles de fabrication d'instruments étaient moins stricts que du côté des prisonniers français. Ils cherchaient moins à se rapprocher des modèles originaux. Comme nous pouvons le voir aussi sur cette mandoline allemande, fabriquée dans un camp de prisonniers français. Elle est taillée grossièrement dans la masse, possède un chevalet très haut et elle comporte une inscription Frankreich qui signifie français, gravée à l'intérieur. Le front d'Orient éclate pratiquement au début de la guerre et plusieurs soldats se portent volontaires pour y aller en pensant que peut-être ils pourraient rentrer plus vite. Malheureusement, ce fut tout le contraire car la plupart rentreront bien plus tard et bien après la signature de l'armistice. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est loin, le front d'Orient, que ce soit la Turquie, Gallipoli, Constantinople, la Serbie simplement, qui sont nos alliés là-bas. C'est très loin, donc il n'y a pas de permission, voire très très peu de permission. Mais autorisation est donnée aux soldats d'aller rencontrer les populations locales. Alors là où on rejoint la musique, c'est qu'évidemment, tous les musiciens de chez nous, ou les gens simplement curieux, vont s'intéresser aux instruments de là-bas. Et ces rencontres ainsi que ce mélange va donner lieu à un magnifique métissage culturel, que ce soit au niveau des coutumes, des danses, des chansons, des musiques ou des instruments qu'ils ramèneront après à leur retour. Cette gousla provenant de Serbie ou de Croatie et ramenée par un soldat français est un instrument à une corde frottée et sans frettes typique de là-bas. Normalement, elle possède une peau d'animal sur sa caisse de résonance, mais là elle a été remplacée par de la tôle provenant probablement d'une boîte à gâteaux. Et ce luth à manche et à cordes pincées est une tambouritsa populaire en Europe du Sud. Faisant partie d'une famille de plusieurs instruments, celle-ci est la plus petite. Elle possède des frettes et deux cordes à l'unisson dont l'une sert de bourdon et l'autre de chanterelle pour faire la mélodie. Ce modèle possède une rosace ayant une forme de croissant de lune et elle a été trouvée en Seine-et-Marne sur un marché aux puces. Elle a appartenu au père du revendeur qui l'aurait ramenée du front d'Orient. Que ce soit en seconde ligne, dans les camps de prisonniers ou sur le front d'Orient, tous ces instruments sont de véritables témoins directs de notre passé et ils possèdent tous leur propre histoire. J'aimerais faire une petite mention spéciale pour ce violon boîte de cigare fabriqué en 1917 par un violoniste français d'origine yougoslave et qui jouait de la musique champenoise à sa manière. Il fut mobilisé vers 1916 et il allait régulièrement dans les feux de camp près de chez lui. À l'époque, dans ces camps, ils avaient tous des violons boîte de cigare très fins. Mais le violoniste trouvait qu'ils ne ressemblaient pas à des violons à cause de leur forme trop étroite. Il en fabriqua donc un avec 3 boîtes à cigares. Il fut légué à Claude à la mort de son propriétaire. Il est vrai que dans cet épisode, j'ai parlé essentiellement d'instruments à cordes et plus particulièrement de violon. Cependant, il y avait bel et bien d'autres types d'instruments, comme des percussions fabriquées avec des bassines ou des instruments à vent.
Pour ces derniers, il reste moins d'exemplaires car c'était souvent des instruments fragiles, fabriqués dans des matières moins solides et qui finissaient par pourrir ou qui étaient tout simplement perdus. Je ne sais pas vous, mais en tout cas personnellement j'ai pris un grand plaisir à étudier ce vaste sujet trop peu connu. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface en nous concentrant essentiellement sur les instruments de musique. Cependant, l'étude de l'histoire et l'évolution des musiques de cette époque est très intéressante et nous aide à comprendre l'évolution des mœurs et des traditions régionales. Cela mériterait un épisode entier. Je remercie Baptiste Benoît de la chaîne YouTube Le Conteur Geek qui m'a prêté sa magnifique voix pour les textes de Poilu. Et bien évidemment, je remercie encore Françoise et Claude Ribouillot pour leur accueil et le temps qu'ils m'ont accordé. Pour ma part, dans l'attente d'un prochain épisode, je vous dis à la prochaine et que la musique soit avec vous. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.